Mesdames, Messieurs, l'Institut national de l'histoire de l'art et le château de Fontainebleau sont heureux de vous recevoir à l'occasion de la 9e édition du Festival d'histoire de l'art. La conférence qui va suivre a pour intitulé Vivre avec Yves Bélorgey et Marc Pateau. Donc je cède la parole à Madame qui va faire une présentation et puis ensuite ce sera à votre tour. Bon, j'en profite pour présenter pendant qu'ils n'écoutent pas. Donc je remercie l'INHA, je remercie Verle qui est présente parmi nous pour cette invitation, qui est une invitation à un dialogue entre deux artistes et peut-être à double titre, puisque on est dans le forum de l'actualité et de fait il y a une actualité. Dans une dizaine de jours, Marc Pateau, artiste, photographe, ouvre une exposition au Jeu de Paume, une rétrospective. Donc il est en train de retraverser toute son œuvre. C'est le moment de l'interroger, en fait, je pense. Yves Bélorgey, peintre. Ce sont deux personnes qui se connaissent, qui se sont rencontrées dans les années 2000 dans une exposition, je pense, des territoires, 2001. Ce sont deux artistes qui articulent le travail de l'atelier avec le travail de l'espace public. Donc à ce titre, ils rentrent aussi dans la thématique du peuple. Alors peut-être on ne parlera pas de peuple, mais d'espace, de territoire, d'espace commun. Je vais lire un texte de Marc. En fait, Yves est un peintre qui peint essentiellement, qui peint des bâtiments, les immeubles collectifs d'après-guerre, en fait, des post-années 60, les grands ensembles. Et le problème de l'habité est un problème qui est commun à Marc et à Yves. Marc, lui, photographe, qui pratique la photographie essentiellement dans le portrait, mais pas seulement, et vous le verrez, créer l'espace de la photographie aussi comme un lieu d'habitation avec les autres et d'échange. Donc, l'habiter, ça commence pour Marc par un souvenir d'enfance, en fait. Et là, on retrouve l'habiter dans la ville, dans les anciens modes d'habitation. Donc je vous lis le texte de Marc. Si je me réfère à mon histoire, il n'y a pas de maison, jamais de maison, toujours du territoire. Mes grands-parents maternels, émigrés portugais, espagnols, pas de maison. Mon grand-père paternel, gazé en 17, une maison à Bourges, mais déplacé dans le Tarn-et-Garonne pour se refaire les poumons. Il y rencontre ma grand-mère, puis retourne à Bourges après son divorce. Mon père avait 3 ans. Il n'avait eu de cesse de se débarrasser de cette maison qu'il a mise en viager, de sorte que mon père n'en hérite pas. Je n'ai pas connu mes grands-mères décédées trop tôt. Ma maison, c'est ma mère, c'est mon père, mes enfants, ma femme. Pas de maison, mais du coup du territoire, du village, du quartier, de la rue, de la cité, des terrains vagues, puis d'aventures. Pour moi, la maison est toujours ouverte, collective. Et puis il y a effectivement la maison imaginaire, celle d'Étienne Martin, sa cosmogonie. Étienne Martin, le sculpteur, dont Marc a été l'élève. Sa cosmogonie, sa mythologie individuelle, les demeures et passementeries, le manteau. Ces sculptures habitables par le corps ou par l'esprit, dont le dessous est sculpté. Elles sont sans socle, sans fondation, posées sur l'espace. Je vais leur laisser la parole à tous les deux. J'ajoute juste une chose, que Yves, en peignant ses immeubles, considère ces tableaux comme des seuils aussi, comme un espace de circulation. Et ils possèdent une certaine transparence. Voilà, je vous remercie. Je leur laisse la parole et je les remercie à tous deux. Bon, je commence, mais ça pourrait très bien être Marc. Hein. Puis en plus, je considère que, même si c'est pas ce qu'on nous a demandé, qu'on va
peut-être plutôt surtout parler du travail de Marc à cause de l'actualité, en fait. Moi, je me suis imaginé tout de suite ça. Même si et par exemple, je vais vous montrer quelques tableaux ou quelques images, mais dans l'intention d'introduire, c'est pour ça que je commence, donc, dans l'intention d'introduire vers des questions que je poserai à Marc, ou en fait pour poser une question à Marc, pour introduire. Et puis en fait, c'est toi qui... Enfin, tu feras comme tu veux. Donc, je cherche mon document, mon PowerPoint, il est là. Alors, je sais pas comment... Non, c'est ça. Oui, je veux bien. Je suis pas habitué à... Ça, je crois que j'ai mis en route. Mais... Bon, donc je vous montre, en fait, le premier tableau que je vous montre, très rapidement, je montre très peu d'œuvres. Simplement, un tout petit truc. Marc, on se connaît depuis les années 90, depuis une expo dont il vous parlera peut-être, Sortir la tête à Tulle, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelait, où j'avais été, en fait, à l'époque, je ne connaissais pas Marc, et j'étais allié de Lyon, j'habitais à Lyon encore, et c'est là où j'ai découvert dans une ferme le travail de Marc. Bon, le premier tableau que je vous montre, où j'introduis par donc, quelque chose qui pourrait être commun à tous les deux, le premier tableau que j'ai fait, le premier tableau d'immeuble que j'ai fait, c'est l'immeuble où habitaient mes parents quand j'étais enfant, et où j'ai habité pendant 18 ans, 20 ans, quoi, jusqu'à ce que... Enfin, non pas pendant 18 ans, 20 ans, j'ai habitué de 3 ans à 20 ans. Et vous allez voir, et c'est en effet ce qui a commencé un ensemble de tableaux que j'appelle des tableaux d'immeubles, et qui sont des tableaux des immeubles modernes des années 60. Mais en fait, ça a beaucoup évolué. Ça fait donc, si le premier tableau d'immeuble que j'ai fait date de 93 ou quelque chose comme ça. Et donc, ça fait, vous imaginez, plus de 25 ans. Voilà, c'est arrivé là, d'un seul coup. Là, je fais ça. Voilà. OK. Donc voici ce tableau, très vite, hein, c'est pas pour parler de mon travail, donc c'est un tableau carré qui fait 150 par 150, la grande, mais je ne veux pas trop parler de ce genre de tableau, simplement c'est donc typique des tableaux que je fais depuis 25 ans, même si, donc, comme j'allais le dire, j'ai commencé depuis quelques années à faire des tableaux d'intérieur, et c'est vers ça que je voudrais... me tourner vers Marc, c'est avec ce genre de tableau, puisque j'ai fait quelques tableaux de chez Marc. Et donc je vais vite y arriver pour... alors je ne sais pas comment... Les flèches, oui. Non. Voilà. Bon, très... j'ai fait des tableaux récemment, et je voulais vous citer ça parce que j'ai été très proche, ou j'aime beaucoup un personnage, un architecte. Donc mon travail est lié à l'architecture. En ça, à l'espace urbain, à l'espace public. Et quelqu'un qui a été très important pour moi, c'est un architecte qui s'appelle Lucien Crawl. Et j'ai participé à une exposition importante récemment à la Cité de l'Architecture. Donc je vous lis, et vous pouvez le lire en même temps que moi, quelque chose que je voulais adresser, c'est-à-dire, pour moi, ça serait autour de ça que je penserais la notion très large, et peut-être à définir plus précisément, et Marc s'en occupera, concernant la notion du peuple. Mais Lucien Crawl tout le temps où j'ai travaillé sur Lucien Crawl, m'avait impressionné par cette remarque, donnant parfois l'impression d'encourager à tout prix la petite bourgeoisie de type « attention, chien méchant ». Il faut être clair, les grandes machines à déraciner qu'ont été les HLM, Marc habite dans un HLM très particulier, dont je connais l'architecte, qui est quelqu'un d'important pour moi aussi, impose si durement un comportement que nous croyons que seul celui du petit bourgeois sera assez enraciné pour y opposer résistance. Beaucoup de mots qui sont importants, je sais, pour Marc, par exemple, résistance. Les nains de plâtre de jardin contre les préfabriqués géants. Où est ma culture personnelle ? Ce n'est pas important à ce niveau. Ma vie est d'abord celle d'une ville et non celle des objets solitaires. J'aime beaucoup cette expression, ma vie est d'abord celle d'une ville.
Et en fin d'opération, nous n'avons aucune frustration, il parle de l'agence, des architectes, nous n'avons aucune frustration à voir les habitants continuer le mouvement, ça c'est quelque chose de très important, les habitants qui continuent le mouvement de ce qui a été commencé par l'architecte. Cela devient un travail commun, même l'artiste s'y retrouve. Le mot artiste arrive alors que ce sont des architectes qui parlent. Il n'y a pas longtemps que les architectes s'occupent d'habitations populaires, ils ne s'y sont pas encore faits. C'est évidemment critique de la part d'un architecte qui est très engagé sur ces questions-là. Ici, c'est le premier tableau, donc j'introduis tout de suite vers Marc. Hein. C'est le premier tableau d'intérieur que j'ai fait il y a maintenant peut-être 7 ans, 8 ans, etc. Je ne vais pas épiloguer sur la question de, pour moi, faire des tableaux d'intérieur. J'ai mis très longtemps à y arriver parce que je considérais que je n'étais pas en soi invité à faire des tableaux d'un intérieur. Je considérais que l'intérieur des appartements, des immeubles que je peignais était quelque chose de secret, protégé, familial, qu'il fallait, que je n'avais pas une casquette marquée artiste qui m'autorisait à rentrer. Bon, et ici, c'est l'appartement de René Yayoustet, un intérieur et donc sa maison à Ivry, au Liéga, et René est donc l'architecte qui est à l'origine, enfin qui a construit les immeubles où habite Marc en ce moment, dont j'ai fait des tableaux. Donc voilà, ça c'est un grand dessin de l'atelier de Marc, hein, donc on rentre tout de suite dans le sujet. Enfin, et voilà, un grand dessin, donc 2,40 par 2,40. Mes tableaux en général sont de ce format-là, et je pense que c'est quelque chose dont on pourra parler si vous voulez. En tout cas, les problèmes d'échelle, et le tableau est une sorte de corps aussi. Voilà le tableau, encore un autre tableau de l'atelier de Marc. Donc ce genre de tableau, je le faisais avant de commencer les tableaux d'intérieur. Donc là, vous voyez, la porte est ouverte. En fait, Marc, sans doute, m'aurait invité ou m'invitait. Hein. D'ailleurs, il m'invitait à dormir chez lui quand j'habitais pas encore Paris. Et j'aurais pu sans doute lui demander de faire un intérieur, ce que j'ai fait quelques années après, assez longtemps. Ici, c'est la chambre peut-être où je dormais, je crois, quand j'étais dans les années 2000, quand j'allais parfois dormir à la Maladrerie. Ça s'appelle la Maladrerie, l'endroit où habite Marc. Et c'est la chambre de sa petite fille, je ne me rappelle plus son prénom, Camille, que j'aime beaucoup. Et voilà, ça c'est un dessin qui est important pour moi parce que c'est un dessin au pastel et qui a un travail sur la couleur qui est analogue à ce que je pratique beaucoup maintenant puisque je travaille au pigment. Un autre intérieur de chez Marc, donc son salon. Et je vais très vite, hein, on pourra revenir. Et encore, donc là, un grand tableau de l'intérieur de chez Marc, de chez lui. Et c'est là où je voulais... donc très vite, je crois que j'ai que 2 diapos qui viennent. Maintenant, ça, ce sont des tableaux actuels. Les immeubles sont un peu... Ici, on a un intérieur d'un immeuble moderne d'architecte d'aujourd'hui qui s'appelle la Caton-Vassal. Et vous voyez que les figures sont introduites. Donc non seulement les intérieurs sont des tableaux actuels, dont le tableau de chez Marc. Et quand il y a le tableau de chez Marc, je voulais lui demander, et c'est comme ça que j'allais introduire, que j'allais poser la première question à Marc, c'est est-ce que tu considérerais ou est-ce qu'on peut considérer, moi je ne les appelle pas des portraits, mais je me suis souvent posé la question si, plus particulièrement avec les intérieurs qu'avec les 2 images de la vue de l'atelier, si on pouvait considérer que ce sont des portraits, les quelques intérieurs de chez Marc. Voilà. Très vite, donc hein, j'ai noté cette... dans le... Pardon, j'ai fait une... Dans le... Je crois... Oui, ici, j'ai noté cette phrase de Marc qui est dans son entretien, dans un catalogue, dans un livre important qui s'appelle Humaine, qu'on pourrait vous montrer. Marc dit « Il n'y a pas de méthode, il y a du temps passé et de l'immersion qui correspond à une espèce de folie. » Ensuite, il y a une façon de faire, la mienne, qui consiste à clore et à fermer le plus possible le lieu où je vais travailler. J'ai retenu cette citation et ça fait partie de cette question sur le portrait, mais je la mets aussi parce que je pense que Marc a quelque chose à nous dire sur la façon dont il y a un espace clos autour du portrait. Hein, on en a parlé, voilà. Et comme ça, après tu interviens sur ces questions. Ici, c'est aussi quelque chose que je note dans Humaine. Juste avant, il y avait
Pia Viewing dit que son travail photographique à Douchy, c'est une grande expo de Marc à Douchy-les-Mines, est issu d'une relation qui permet d'assembler imaginairement le corps. Alors voilà, je pense que par exemple la question du corps, vous allez voir dans le travail de Marc, c'est fondamental. Et assembler imaginairement, je trouve ça formidable. Et alors, vous voyez, j'ai noté dans le catalogue, juste en face, il y a Marc Pateau qui répond à une autre question. Longtemps, j'ai pensé le visage comme séparé du corps. Hein, vous voyez, c'est marrant. Le livre est bien fait, on pourrait dire, ou les livres sont toujours bien faits. Mais vous voyez, cet imaginaire, et j'ai longtemps pensé le visage comme séparé du corps. J'ai découvert dans mon travail à Douchy que le visage était aussi du corps. J'allais lire, était aussi du temps. Mais bon, je me serais trompé. Et puis je laisse la parole à Marc voilà. Mais je veux bien la reprendre. J'espère. Plein de pistes. Bonjour. Dans le petit texte qu'a lu Marianne, en fait, il y a un des participants de la table ronde qui correspond au premier texte de ce livre-là, essaye d'introduire l'idée de la maison, et de la maison comme la cellule nécessaire ou la cellule fondamentale de quelque chose de possible. Et donc moi je lui réponds assez naturellement que moi j'ai jamais eu de maison. Et que même l'idée de maison m'est assez étranger. Quand j'étais enfant, dans le 13e arrondissement, on habitait dans un immeuble et finalement, on habitait l'immeuble. On n'habitait pas un appartement. Enfin, l'appartement, c'était juste une pièce, de toute façon. Et donc, moi, je dormais chez les voisins. Enfin, il y avait une espèce d'extension de la maison à l'immeuble. Et une extension de l'immeuble à la rue et une extension de la rue au quartier. Donc il y avait une espèce de... l'intimité, elle n'était pas dédiée qu'à l'intérieur de la maison, elle était aussi dans l'immeuble, dans la rue, ce qui faisait qu'on pouvait aller acheter... Enfin, ma mère allait faire ses courses en bigoudi ou je sais pas quoi, chose qu'on fait plus aujourd'hui. Enfin, moi-même, pour aller chercher mon courrier... je mets des chaussures et je ferme ma porte à clé. Donc, ce qui m'intéresse dans cette idée-là, parce que cette idée du peuple, là, c'est terriblement compliqué. Déjà, ce mot est compliqué à dire ou à prononcer parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Par contre, moi, je crois beaucoup à l'idée d'appartenance. On appartient à une époque. Quoi qu'on fasse, on est d'une époque, on a un rapport comme ça avec les choses. Et dans cette idée de peuple, un petit peu, moi, c'est ce que j'imagine. Enfin, c'est ce qui me fait agir, ou c'est cette idée d'appartenir à quelque chose. Et du coup, en appartenant à quelque chose, bon, j'essaye de le montrer ou j'essaye de le dire. Par exemple, on parlait de Douchy, là, on a commencé le travail, donc c'était l'idée de faire un travail sur un territoire, le territoire des Portes du Hainaut, donc qui est un territoire autour de Valenciennes. Il y a deux territoires, il y a le territoire de Valenciennes et le territoire des Portes du Hainaut. Les territoires des Portes du Hainaut est communiste, et puis le territoire de Valenciennes est socialiste. Donc moi, je devais travailler sur le territoire des Portes du Hainaut. Et il se trouve qu'en faisant ce travail, on a commencé par une sorte d'enquête avec une amie, Véronique Naungrap, et pour interroger un peu les gens qui travaillaient sur ce territoire. Et donc plusieurs fois, on a parlé de territoire, et à chaque fois, les gens nous répondaient terre. Donc le mot territoire n'était pas dans leur vocabulaire. Par contre, le mot terre était dans leur vocabulaire. Donc là aussi, c'est une différence, je crois.
c'est une différence de se situer par rapport à la terre ou par rapport à une terre ou par rapport à et non pas par rapport à un territoire. Enfin, il y a quelque chose qui, moi, m'intéressait. Et du coup, dans cette aventure-là, on a fait une première exposition qui s'est appelée Terre. Et puis, lors de cette première exposition, 3 femmes sont venues vers moi, me proposant de travailler avec moi sur cette histoire de Porte du Hainaut, etc. Donc, moi, j'ai accepté tout de suite. Et je vous montrerai un petit peu tout à l'heure 2-3 portraits. Non, attends, je voulais montrer 2-3 images. Alors, attends, tu sais où c'est quoi? Comment on sort de là? Ah, là. Vas-y. Toc, toc, toc. Alors, fais voir, il y a... Mais ne pas plier, par exemple. Si on trouve humaine, ne pas plier, voilà, ici. Là, voilà. Ouais. Voilà, et puis là, on va les mettre. Elles sont numérotées, normalement. Là, vas-y, là-haut, voilà. Hop, voilà. Vas-y, puis on va voir si ça marche. Est-ce que ça marche si je fais ça? Ouais, c'est parfait. Donc ça, c'est un travail que j'ai fait avec une association qui s'appelle Ne pas plier. Dans les années, l'association s'est constituée dans les années 91, 93, je crois 91, il me semble. Moi, j'en suis parti 7-8 ans après. Et ça, c'est un travail qu'on a fait avec une association qui s'appelle l'APES, une association un collectif de chômeurs. Dans les années 90, les syndicats ne savaient pas ce que c'était qu'un chômeur. Vous avez beaucoup de mal à appréhender le monde ouvrier, tout ça, c'était possible, mais quelqu'un privé d'emploi, tout d'un coup, chômeur. Donc il y a des collectifs qui sont montés comme ça, dont celui de la PES. Et puis avec un ami, Gérard Paris-Clavel, on a monté donc cette association qui s'appelait Ne pas plier, un peu sur l'idée d'une urgence, un peu de l'image, où on n'acceptait pas trop à la fois de plus avoir les commandes qui nous arrivaient naturellement sur des sujets comme ça, un peu politiques, un peu sociaux, et puis sur le fait aussi qu'on trouvait injuste qu'un marchand de lessive puisse avoir accès à une communication efficace et pas un comité de chômeurs. Et donc on a commencé à travailler avec eux, d'abord en les écoutant, d'abord en les accompagnant dans des acédiques, dans les occupations, etc. Jusqu'à ce qu'un jour, Gérard ait l'idée de cette image là qui est en bas, où on voit 2 têtes qui se regardent face à face. Entre les deux, il y a marqué liberté, égalité, fraternité. Donc un dialogue. Et puis dans l'une, il y a un feu qui couve, avec marqué urgence, et puis dans l'autre, il y a une explosion, et c'est l'explosion du chômage. Donc cette espèce de peur qu'on a tous de se retrouver comme ça dans des... Et puis un jour, donc, il fait cette image qui nous semble vraiment intéressante, et puis on arrive à l'imprimer par des connivences, et puis on amène cette affiche au comité de chômeurs, et on leur donne des images. Ils posent les images sur un bureau, ils nous offrent à voir, et puis du coup on comprend instantanément que si on fait rien, ces images vont rester sur le bureau, parce que c'est pas l'objectif d'un comité de chômeurs que de diffuser des images ou que de mettre en scène une manifestation ou que sais-je. Donc ça nous oblige à transformer un peu notre travail d'artiste et se dire que si on veut que nos images elles existent vraiment, eh ben, il faut aussi les mettre au mouvement, il faut aussi les porter, il faut aussi organiser la façon dont elles vont être vues, etc. Et il se trouve que pour un congrès de la PES, de cette association-là, on m'avait demandé de faire des portraits de chômeurs. Et
Et donc j'ai fait une dizaine de portraits comme ça qui ont été exposés dans le congrès. Et puis nous est venue l'idée tout naturellement de les porter dans une manifestation, de les mettre. Et c'est toujours un moment émouvant quand on voit des portraits dans une manifestation, parce que c'est souvent la figure du martyr, ou c'est souvent... et là non, c'était les gens eux-mêmes qui portaient leur portrait, une façon de revendiquer presque le chômage, ou comment on pouvait y échapper, etc. Enfin, et en même temps, on s'est aperçu que quand on est dans un comité de chômeurs ou dans une association de chômeurs, etc., qu'on est soi-même au chômage, l'idéal, c'est quand même de retrouver du travail. C'est donc de quitter cette association. Donc c'est aussi l'idée de ne pas trop s'y ancrer, ou de pas trop... et du coup, l'idée nous est venue de se servir des manifestations comme une mémoire active des luttes de ces chômeurs, et comme le support, je dirais même, à l'histoire. Et donc, on amenait comme ça des moments de l'activité du comité de chômeurs. Là, ici, l'occupation d'une acédique par des chômeurs, etc. Et c'était porté dans les manifestations, et de manifestation en manifestation, s'installer comme ça. Et donc, nous est venue aussi l'idée d'installer la mémoire des manifestations précédentes dans les manifestations futures. Et donc là, je termine un peu sur cette image-là, mais là, vous voyez, on retrouve à la fois l'affiche de Gérard, la photo que je viens de vous montrer avant avec ce personnage qui lève le poing, et puis derrière, la photo avec les portraits et la manifestation place de la Bastille. Donc il y avait l'installation comme ça dans la manifestation d'une mémoire. Alors est-ce que ça a à voir avec le peuple ? Moi je pense que oui, je pense qu'il y a quelque chose comme ça d'une mémoire qui peut s'inscrire à la fois dans les images, mais aussi dans nos actes, dans nos... Donc ça, c'est une première chose que je voulais vous montrer. Cette idée comme ça d'un travail, à la fois à partir du portrait, à la fois à partir de l'image, sur la mémoire et sur l'appartenance. Donc là, je pense qu'on a terminé sur ce... Voilà. Alors ça, c'est d'autres images. Il y a 2-3 autres images comme ça qu'on a fait. Alors, est-ce que c'est sans doute recueillir de l'information, ou de la mémoire, ou des situations, ou des positions. Je reviendrai après sur les autres images. Mais par exemple, cette image-là, c'est Place du Châtelet, une manifestation pour la gratuité des transports pour les chômeurs. On fait un meeting sur la place du Châtelet en haut, et puis après on descend dans le métro. Et là, dans le métro, les choses se tendent un peu. Les chômeurs commencent à arrêter les rames de métro, à taper sur les cabines, ça fait du bruit. Et puis ça monte, il y a une ambiance comme ça. Et puis il se trouve qu'il y avait avec nous un groupe de théâtre. Les périphériques vous parlent. Et puis ils ont commencé à scander le mot résistance. De façon très théâtrale, ils étaient montés sur les sièges là, et puis ils lançaient ce mot résistance. Et puis je ne sais pas par quel hasard ou par quel mais les chômeurs ont entendu ou ont répondu existence. Et donc ce slogan est devenu résistance, existence.
Et donc c'est quelque chose qu'on a repris après dans les manifestations et même dans le titre du journal qu'on a fait avec ce collectif. Mais toujours est-il que les CRS sont arrivés sur le bout du quai et instantanément, les gens de théâtre et puis nous, ne pas plier, etc., on s'est calmé, on a arrêté de gueuler résistance, existence, mais les chômeurs, non. Et là encore, c'est des indices qui nous font comprendre la différence qu'il peut y avoir entre un artiste et un chômeur, ou entre quelqu'un qui fait du théâtre et un chômeur, parce que quand le chômeur écrit résistance, existence, il écrit quelque chose qui lui est très fort, enfin très et la résistance d'un artiste, ça n'a rien à voir. Enfin, donc beaucoup d'émotions. Donc alors là, je sais pas. Là, moi, j'ai l'impression qu'on touche aussi quelque chose de l'ordre de la mémoire du peuple, enfin de l'ordre de la constitution d'un langage ou d'image ou d'appartenance qui font qu'on peut résister ensemble, on peut s'organiser ensemble. Je reviens en arrière si c'est possible. Donc ça, c'est pareil, c'est une image que j'ai faite en 98. J'aurais pu la faire le mois dernier sans problème. Et puis ça, c'est un travail qu'on faisait place du Châtelet au moment en Algérie, là où il y avait tous ces massacres. Donc voilà, ça c'est peut-être une première voie, quoi, ou une première. Alors je ne sais pas si ça répond tout à fait à nos questions, mais moi j'avais envie vraiment de vous parler de ça, de cette idée d'appartenance et puis cette idée de qu'est-ce qu'on met sous ce peuple. Et alors je vais vous montrer une autre série d'images très rapidement. Là je ferme ça, c'est ça. Là, voilà, ouais. Et là on va mettre Douchy ou humaine. Ouais. Comment dire ça? Parce que là aussi, ça va être beaucoup d'émotions pour moi. On a visiblement un très gros problème de représentation aujourd'hui, à la fois du politique, de la politique, du travail, des autres. La photographie, qui est la façon dont je travaille, et notamment le portrait, a cela d'assez difficile pour moi, c'est que bien souvent le portrait incrimine les gens et donc a tendance à les bloquer dans une situation. Donc on fait le portrait d'un chômeur, on fait le portrait d'un académicien, on fait le portrait d'un cinéaste, on fait le portrait d'une femme, et instantanément, en faisant ça, on bloque quelque chose de l'accès possible à cette personne, parce que on calque tout de suite
quelque chose qui serait censé la représenter à la place de son propre visage. Donc dans ce travail que j'ai fait à Douchy-les-Mines, à Humaine, pendant 3 ans, j'ai photographié 3 femmes dont on ne sait rien de la situation sociale, enfin on la devine, mais elle n'est pas dite, et elle existe très, très fortement. Et donc pendant 3 ans, j'y allais à peu près toutes les 6 semaines, je passais 1 semaine, 4 jours là-bas, et puis je faisais des portraits de ces femmes dans un studio qu'on avait aménagé dans l'ancienne gendarmerie. Et à chaque fois, ça fonctionnait, elles revenaient. Et moi, je refaisais des photos, je leur montrais, on refaisait des photos, etc. On ne savait pas ce qu'on faisait, et on se le disait. Enfin, on travaillait le portrait comme ça. Et puis notamment Marie-Jo. Donc parmi ces 3 femmes, il y avait Marie-Jo, une femme assez extraordinaire, qui avait été présidente de l'Union des femmes françaises à Douchy, qui militait, proche du Parti communiste, etc. Plein d'enfants autour d'elle, des petits-enfants. C'est la femme qui fait traverser la rue devant l'école. Et donc c'est une femme que tout le monde connaît à Douchy. Enfin, et en plus, elle est vraiment d'une famille de Douchy, donc elle a plein de cousins, des trucs qu'on a tendance à oublier. Et j'arrivais pas à la photographier. Alors objectivement, elle n'est pas belle. Elle n'est pas belle, même s'il y a même si la beauté n'est pas que là, mais j'arrivais pas, je sais pas, je la voyais pas. Et donc je faisais des photos floues, je faisais des photos sous-exposées, surexposées. Mais je peux vous montrer plein de contacts comme ça où j'arrive pas à la photographier. Et je comprends pas pourquoi. Jusqu'à ce que je comprenne un jour que pour voir, il faut regarder. Et que sont très rares les moments où on regarde vraiment. Alors que moi, c'est mon métier hein, de regarder. Mais en même temps, elle, je ne la voyais pas. Je ne la voyais pas parce que j'arrivais pas à comprendre comment je pouvais l'utiliser, qu'est-ce qu'elle voulait me dire, qu'est-ce qu'elle pouvait me dire de sa situation, de sa place, enfin, et puis comme tout bon artiste, on se documente, on lit, on essaye de comprendre, etc. Donc là, j'ai lu Claude Lefort. J'ai lu aussi un peu de Rosan Vallon, etc. Et justement pour essayer de comprendre cette idée de la représentation du peuple. Alors eux, ils parlent de la représentation politique, hein, comment les hommes s'organisent entre eux pour être représentés dans des assemblées ou dans des... Et moi, ce qui m'intéressait, c'est de détourner cette question sur la représentation photographique, quoi. Comment représenter, comment photographier, comment... Et jusqu'à ce que j'ai la certitude, je dirais, que Marie-Jo, c'était ça. C'était pour moi l'image du peuple, c'était vraiment l'image d'un retour à quelque chose de possible. Et donc là, j'ai réussi à faire cette image, la dernière, voilà, celle-là.
Donc je dirais que c'est un portrait de Marie-Jo en Sarah Bernard, ou je sais pas, enfin. Mais tout d'un coup, j'ai trouvé le rapport que je pouvais avoir avec elle. Et voilà, tu veux reprendre un peu la parole ou je continue? Je continue. On est dans les temps? 4 minutes. Bon, ben on va terminer. Ouais, d'une part noire. Récemment, j'ai été à... il y avait la sortie d'un livre de Geneviève Hague et puis un autre livre sur Tony Lenné. Voilà. Tony Lenné, et il y avait un dialogue entre les gens qui avaient écrit les livres. Et puis Geneviève Hague, je ne sais pas si vous connaissez Geneviève Hague, je m'excuse. Donc c'est une dame qui s'est intéressée toute sa vie à l'autisme, et notamment aux enfants autistes, etc. Qui a écrit des choses, notamment sur le dessin. Et à un moment donné, elle a parlé du regard de l'enfant. Et de la façon dont le regard d'un enfant pouvait se projeter comme ça, en avant, devant lui, et revenir en boucle, et même le traverser et repartir, etc., sans jamais s'arrêter. Et sur cette idée que justement on ne sait pas ce que c'est que le regard de l'autre. Tony Lenné, par exemple, il parle quand on s'adresse à un bébé, quand on s'adresse à un enfant, on ne lui raconte pas une histoire, enfin on chante des trucs, on fait des blablas, des machins, des trucs comme ça, des choses qui apparemment n'ont pas de sens. Mais c'est parce que dans ce moment-là, le sens de la communication, il n'est pas dans le sens des paroles que l'on dit, mais il est dans la sonorité des choses que l'on dit. Et pour le regard, c'est la même chose. Pour le regard, il faut savoir qu'à un moment donné, la vision s'installe, mais au départ, on ne voit pas, ou on apprend. Et donc, elle parle de l'idée d'un fond. Elle dit, nous sommes installés à un fond derrière nous. Donc, quelque chose qui nous positionne. Si j'ai un fond derrière moi, j'ai l'impression que je ne peux pas être attaqué de ce côté-là. Donc je peux regarder devant. Enfin, c'est une impression que j'ai comme ça. Enfin, pour moi, ça a été une image très très forte, cette idée que nous avons un fond. Alors ce fond, c'est plein de choses, hein, mais et effectivement, moi, dans toutes mes photographies, j'installe ce fond noir. Avant même d'avoir cette histoire-là de Geneviève Hague, etc., j'avais le pressentiment que si je veux représenter, enfin, ce que je vous disais tout à l'heure, pour ne pas incriminer les gens, pour ne pas les mettre dans une situation qui va immédiatement les clouer comme ça dans une situation, donc j'ai installé ce fond noir. Dans les deux minutes qui me restent, peut-être, je voudrais juste vous dire que j'ai commencé la photographie dans un hôpital de jour à Aubervilliers avec, tiens, on va revenir sur les photos, ouais. Ça serait une photo qui serait toute seule, ou peut-être hôpital, ou qu'est-ce qu'il y a comme... Non. Au-dessus, c'est quoi celle-là? Non. Elle est restée dans la clé. Bon, c'est pas grave. Je vais voir, vas-y. Oui, voilà. Voilà. Disons juste cette dernière image. Donc, je suis jeune photographe. Je ne connais rien ni à la photographie, ni à la psychologie, ni à je sais pas quoi. Je travaille dans un hôpital de jour. Je vais très vite. Je donne des appareils photo aux enfants.
pour qu'il fasse des photos, machin, un atelier photo. Et un jour, je donne un appareil photo à un enfant et je le photographie en train de me photographier. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il prend son appareil photo, il se le met sous le cou, il me regarde en souriant et il déclenche. Et pour moi, ce moment, ça a été c'est vraiment un moment très très important dans mon travail parce que j'ai compris que la photographie, c'était aussi ça. La photographie, c'est pas uniquement représenter le monde, mais c'est aussi projeter sur le monde quelque chose que notre regard ou autre chose. Et en voyant cette image, j'ai gagné énormément de choses. J'ai compris que la photographie, ça passait pas par l'œil, que c'était pas une domination de l'œil sur le cadrage et sur l'image et sur le monde et sur son cadrage, etc., mais que c'était au contraire une façon une façon de projeter, quoi. Et j'ai notamment compris massivement, et je m'arrête là, qu'on photographie aussi avec son corps. On photographie pas uniquement avec son cerveau, avec son intelligence, avec sa mémoire, bien sûr que tout ça en a besoin, mais on photographie aussi avec son ventre, on photographie aussi avec ses épaules, etc. Voilà. Donc il y a plein de choses que je pourrais vous dire encore, mais il faudrait plus d'heures. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté studieusement. Est-ce qu'on a le droit à 2-3 questions? Non ?